Mon idée est que la dépression tunisienne vient de ce déni. Et ici, en ce lieu, une figure me vient à l'esprit pour illustrer cet aveuglement, celle de Mansour Bey. Les peuples ont besoin de se donner des héros bienveillants qui acceptent de donner leur vie sans maudire et deviennent dépositaires de l'idéal du moi collectif. Si les Français, à mon avis, doivent se considérer comme un peuple régicide et faire du pauvre Louis XVI le seul homme providentiel qu'ils auront jamais, alors les Tunisiens mériteraient de lever leur déni en se reconnaissant comme un peuple amnésique qui oublie son héros. Mansour Bey, certes, était un autocrate, mais il a su amorcer le mouvement démocratique vers la Constitution. Ce fut un négociateur habile, il a su imposer l'arbitraire du pouvoir colonial. Il nommait un premier gouvernement nationaliste et d'historien en pleine occupation allemande. Mansour Bey était déposé sans honneur par des Français revanchards qui n'avaient pas compris le mouvement de l'histoire. Il est mort en exil à Pau en 1948 et s'il a eu droit à des obsèques nationales à Tunis, il n'a pas eu droit aux honneurs de Tourbet El Bey. Seule une avenue excentrée, un marché un peu chaotique, garde son nom dans la capitale. J'ai toujours été frappé par la magnifique avenue que les Tunisois ont consacrée à Mohamed V, qui a résisté lui aussi aux Français et qui mérite certainement cet honneur. Elle rencontre l'avenue Bourguiba, qui est bien sûr lui aussi tout à fait à sa place. Mais les deux combattants n'en laissent aucune au bey du peuple. Est-il plus facile de célébrer les rois des autres? À la jonction des deux avenues se trouve une petite place avec une horloge. Est-ce une manière de nous faire comprendre qu'il est temps de remettre les pendules à l'heure? Mansour Bey fut un homme bienveillant et juste, reconnu par ceux même qui l'ont combattu, un homme qui s'est toujours effacé derrière le bien de son peuple et qui lui a tout donné. Alors je ne suis pas le seul à penser ça, puisque récemment, on a inauguré une avenue Mansour Bey à la Marsan. Il est important de se trouver des héros. Ce sont eux qui nous préservent du déni et surtout du retour de l'ennemi. Le déni historique sert de base au déni géopolitique. La Tunisie en tant qu'État est une évidence, mais fonctionne-t-elle vraiment comme une nation unie? Tunis est une métropole ancrée dans le XXIe siècle, mais chaque Aïd c'est le même spectacle, la capitale se vide, et chacun rejoint sa famille, c'est-à-dire sa région d'origine. Les démographes nous le disent, la Tunisie est un des pays les plus endogames au monde, bien plus que ses voisins maghrébins, et à l'opposé de la France, qui est un des pays les plus exogames. On se marie entre soi, on forme des groupes géographiques, presque des clans, les Sahéliens contre les Sfaxiens, les gens du Sud contre ceux du Nord, les Tunisois contre tous, et les Djariens ailleurs. La Tunisie apparaît comme un agglomérat, et certains groupes se sentent désavantagés. Kasserine, Sidi Bouzid, Gafsa, vous connaissez la chanson. Le recours lancinant à l'identité arabo-musulmane ne serait-elle pas, quelquefois, une manière de ne pas voir que les inégalités de développement forment un obstacle au sentiment d'identité commune? Une véritable politique régionale passe par la levée d'un déni qui pèse sur l'hétérogénéité profonde de la population tunisienne. Grâce à Facebook, grâce à Twitter, grâce aux paraboles, les Tunisiens communiquent avec le monde entier, mais ne sont-ils pas en pleine découverte les uns des autres? L'injustice crée des clivages entre les blocs identitaires, fige les repères et interdit la souplesse dans les références. Quand la religion devient le seul fédérateur, elle risque de devenir un moyen de pouvoir. Quand les manipulateurs changent la foi en certitude et en instrument de haine, c'est que le problème est ailleurs, dans une unité qui ne se fait pas, parce que l'injustice interdit toute représentation de bienveillance, tout sentiment d'appartenance à une famille commune. La Tunisie ne déprime-t-elle pas d'être divisée? Alors, si la dépression est une maladie, ce n'est pas une maladie comme les autres, car elle touche tous les aspects du destin humain, à la fois dans la sphère la plus intime et dans l'organisation des liens sociaux. La dépression n'est ni une tare, ni une honte, c'est un accident de la vie humaine et de la maturation psychique, vis-à-vis duquel nous ne sommes ni tout-puissants, ni dépourvus de moyens. La dépression des individus est une maladie qui résiste et menace de ce fait
l'équilibre de la société en sapant l'enthousiasme et la créativité de beaucoup. La dépression est une maladie des sociétés qui renaquent devant l'impératif du changement et préfèrent fuir dans le déni. Tous les talents sont convoqués dans la lutte où les thérapeutes, psychanalystes compris, ont leur place, mais aussi les patients, qui sont les défricheurs, dont les conseils sont précieux. Ce sont eux qui peuvent nous servir de guide. Leurs expériences s'intègrent à la somme des expériences humaines accumulées au cours des siècles et sous toutes les latitudes. Donner une cohérence à cet ensemble, tenter de dégager quelques principes organisateurs, c'est proposer une éthique renouvelée. Lorsque la dépression s'exprime par un discours de culpabilité, qu'il nous paraît à la fois impossible de répondre aux attentes démesurées de la censure et impensable de revenir au déni, lorsque notre raison est bousculée, chahutée par des représentations venues de l'inconscient, alors l'éthique n'apparaît pas comme une exigence supplémentaire imposée à celui qui souffre, mais au contraire comme une main tendue qui lui permet de reprendre le contrôle de sa pensée et de sa vie. L'éthique apparaît comme une transposition de la fonction de la censure dans le champ de la rationalité humaine. Alors, à nos sociétés dépressives, nous nous devons de proposer une éthique de l'homme, car c'est l'humain qui doit servir de base à toute construction sociale. Elle sera fondée sur 3 principes qui définissent le champ de la rationalité. La connaissance, en tant qu'ascèse qui s'affronte à la passion de méconnaissance, l'universalité qui s'oppose à la haine en nous, et la bienveillance par laquelle nous nous rattachons à Eros, le principe organisateur. Ce sera une éthique de la consolation, car c'est la souffrance qui détruit l'être humain en nous et pousse les hommes à la certitude délirante. Les médecins, les infirmières qui nous soulagent sont les vrais révolutionnaires. Ce sera une éthique de la vérité. Lutter contre l'ignorance et le déni, c'est se protéger des fétiches et prévenir toute tentative de manipulation. Les professeurs, les journalistes, tous ceux qui nous éveillent l'esprit sont les vrais révolutionnaires. Ce sera une éthique de l'égalité, car nous avons besoin de régresser pour nous ressourcer. Mais nous ne pouvons le faire que dans une famille unie, avec des racines communes, en particulier religieuses. Les mères de famille et les religieux intelligents qui nous nourrissent le cœur sont les vrais révolutionnaires. Ce sera une éthique de la liberté conçue comme une antithèse du chacun pour soi, celle qui vient de la paix avec les valeurs et de la mise au travail. Les ouvriers, les entrepreneurs et les commerçants qui nous font vivre sont les vrais révolutionnaires. Ce sera une éthique de la fraternité, car c'est en créant un vrai réseau de solidarité entre tous les créatifs que nous pourrons créer le surmoi collectif, celui qui redonnera à la société comme aux individus le pouvoir de créer à leur tour. La dépression est une maladie de la créativité. Les psychanalystes, les poètes et tous les artistes sont les vrais révolutionnaires. C'est à ce prix que nous pourrons faire de la dépression qui nous accable une vraie chance. Les individus comme les sociétés qui doivent changer ne pourront le faire que dans la solidité que nous leur apporterons en les accompagnant. Nous pourrons ainsi protéger les individus de la mélancolie et les sociétés de l'effondrement. Alors, un air nouveau flotte cette jour-ci sur la Tunisie. Ça nous prend dès la sortie de l'avion. On entend des rires, les gens se sourient et les affaires, paraît-il, reprendraient. Profitez du répit, mais ne vous laissez pas surprendre. Une cohorte d'hommes providentiels va solliciter votre attention, puis vos suffrages. Laissez les idéaux meurtriers dans les cimetières ou sur les places où on les élève des statues, et méfiez-vous de ceux qui aspirent à l'immortalité de leur vivant et qui prétendent vous sauver de la ruine. Le monde entier vous regarde. Songez que le mot jasmin a été banni de l'internet chinois. C'est dire la puissance de l'idée que vous avez lancée, la révolution de la dignité. Le monde entier vous écoute, et surtout la France, qui traîne encore son marasme. Bien sûr, vous n'êtes pas seul. Le message d'espoir vient de peuples qui ont été longtemps négligés, et en qui on su s'arracher